Le Togo prend des mesures pour préparer sa jeunesse aux défis et aux opportunités de l'ère digitale en lançant une série de programmes de formation numérique visant à doter les jeunes Togolais des compétences nécessaires pour réussir dans un marché de travail en constante évolution. En effet, conscient de l'importance du numérique dans le développement économique et social, le gouvernement togolais, en partenariat avec le Commonwealth, a mis en place des initiatives novatrices. Ces programmes de formation couvrent un large éventail de domaines allant des transformations numériques, du développement de logiciels à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. Cependant, l'un des aspects les plus remarquables de ces programmes est leur adéquation avec les besoins du marché du travail. Les formations sont conçues en collaboration avec des entreprises locales et institutions académiques, administratives, garantissant ainsi que les compétences acquises par les jeunes Togolais seront directement applicables dans le monde professionnel. Également, les programmes visent à promouvoir l'inclusion numérique des femmes et des filles en les encourageant à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. En dotant sa jeunesse de compétences numériques de pointe, le Togo se positionne comme un acteur clé de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Ces initiatives viennent renforcer les compétences numériques destinées à 200 cadres professionnels et étudiants. Notons que le Commonwealth aide le Togo à élaborer des programmes de formation de qualité, à mobiliser des ressources et à établir des partenariats avec des acteurs clés du secteur numérique. L'intégration financière des femmes est impérative pour le développement socio-économique du continent africain. Selon le classement 2025 de l'inclusion financière des femmes, dont les données ont été analysées par Asset African Center for Economic Transformation, une diversité de situations se confirme. En effet, une analyse comparative des nations africaines en matière d'inclusion financière des femmes met en lumière des disparités significatives. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore la Namibie ayant développé un système financier numérique ont su tirer parti de l'innovation technologique pour étendre l'accès aux services financiers aux femmes. A l'inverse, d'autres pays africains comme la Sierra Leone, le Niger ou le Soudan du Sud démontrent une inclusion financière des femmes plus faible. Cette étude s'appuie sur 6 indicateurs repartis en 3 catégories telles que l'accès aux services financiers formels, l'accès au crédit et pour finir, l'accès et l'utilisation des technologies financières numériques comme par exemple la détention d'une carte de crédit, l'utilisation d'un téléphone portable ou d'Internet pour l'achat d'un bien ou d'un service. Dans le classement, le Togo se positionne à la 20e place avec un score de 39,2, clairement en dessous de la moyenne. Cette place prouve que le Togo est encore confronté à des défis structurels qui freinent l'inclusion financière effective de sa population féminine. Le pays doit poursuivre et intensifier les réformes visant à lever les obstacles spécifiques rencontrés par les femmes au niveau financier. Notons que si certains ont démontré leur capacité à innover et à mettre en place des politiques efficaces, d'autres doivent redoubler d'efforts en matière d'accès et d'usage des services financiers aux femmes. Rappelons que l'Afrique du Sud est premier du classement avec un score de 94,6 points devant le Kenya qui cumule 86,1 points pour occuper la 2e place du classement. Depuis 2022, le nord du Togo fait face à une montée inquiétante de l'insécurité liée au groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Selon un récent rapport de Konrad Adenauer intitulé « Une ligne de front avec le djihadisme tracée dans le sable du Sahel », ces groupes, basés au Burkina Faso, adoptent une stratégie de harcèlement des forces de sécurité togolaises et d'infiltration progressive via des recrutements locaux et des actes de violence contre les civils. La région des Savanes, particulièrement touchée, est devenue un terrain d'affrontement où les forces armées togolaises tentent de contenir l'avancée des terroristes. Ces groupes exploitent les tensions communautaires, notamment avec les Peuls, pour recruter et renforcer leur présence. Les attaques autrefois limitées aux zones frontalières se sont intensifiées et s'étendent à l'intérieur du territoire togolais, menaçant des localités comme Mandjouri,
Tombégo et Borgou, précise le rapport. Face à cette situation, le gouvernement togolais a mis en place l'opération militaire Kondjouari dès 2018 pour sécuriser la frontière nord. En 2023, il a lancé les programmes d'urgence pour les savanes Purs afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et freiner l'influence terroriste. Cependant, les conflits fonciers persistants et la pauvreté aggravent la fragilité sociale, rendant la région plus vulnérable aux incursions. Pour faire face à cette menace qui fragilise la cohésion sociale et fait disparaître les activités économiques, l'accent est mis sur une coopération régionale renforcée entre les États côtiers et sahéliens. Une meilleure coordination des efforts militaires associée à des politiques de développement ciblées et à une prise en compte des réalités locales apparaît essentielle pour restaurer la stabilité et empêcher l'ancrage durable des groupes armés au nord du pays. Une vague de modernisation souffle sur la formation professionnelle au Togo avec le lancement d'une plateforme dédiée aux candidats souhaitant intégrer les centres de formation artisanale CFA. Cette initiative, portée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, vise à simplifier, centraliser et rendre plus transparent le processus d'inscription et d'orientation vers ces établissements cruciaux pour le développement du secteur artisanal togolais. En effet, fini les longues files d'attente et les déplacements multiples pour obtenir des informations ou déposer un dossier. Désormais, les jeunes aspirants artisans peuvent explorer l'offre de formation des différents CFA du pays, consulter les critères d'admission, télécharger les formulaires d'inscription et même suivre l'état de leur candidature, le tout depuis leur domicile ou via un accès Internet. La plateforme accessible a même déjà permis, dans une phase test, à certains candidats d'obtenir leur diplôme en ligne. Cependant, des défis subsistent. Il sera crucial de garantir un accès équitable à la plateforme pour tous les candidats, y compris ceux vivant dans les zones rurales avec une connectivité Internet limitée. Des initiatives de sensibilisation et d'accompagnement pourraient être nécessaires pour familiariser les populations avec cet outil numérique. Malgré ces défis, le lancement de la plateforme numérique pour les candidats au CFA représente une étape importante pour la modernisation de la formation professionnelle au Togo. Elles sont le plus souvent victimes de discrimination, de préjugés, de persécutions et d'agressions. Elles, ce sont des personnes atteintes d'albinisme. Le calvaire de ces personnes ont poussé certaines organisations à demander une étude sur les personnes atteintes d'albinisme au Togo. D'après les résultats de cette étude, 0,019% des Togolais sont atteints d'albinisme avec des disparités entre les régions du pays. Pris sur une échelle de 100 000 habitants, les personnes atteintes d'albinisme sont au nombre de 390 dans la région des Plateaux et faisant de cette région la plus peuplée par des personnes atteintes d'albinisme. La région des Savanes a la population albinos la plus faible sur toute l'étendue du territoire avec une population de 200 personnes pour 100 000 habitants. Sur le plan socio-géographique, la population des personnes atteintes d'albinisme est majoritairement jeune avec 62,78% d'entre elles à n'avoir pas encore atteint les 25 ans. Seulement 11% de ces personnes excèdent les 45 ans. Quant aux adolescents de 1 à 15 ans, ils font 43% de cette population. Malheureusement, les personnes atteintes d'albinisme au Togo ont une activité qui implique une exposition journalière aux rayons ultraviolets sans protection adéquate, précise l'étude. Elle fait noter aussi que plus de la moitié de ces personnes n'ont pas de revenus mensuels et la moitié de ces personnes atteintes d'albinisme sont des femmes. En tout, c'est 1521 personnes qui sont atteintes d'albinisme au Togo en 2024, avec une prévalence de 18,60%. La Russie et l'Ukraine ont procédé ce dimanche à la troisième phase de l'échange de prisonniers de guerre 1000 pour 1000.
Près de 300 prisonniers de chaque camp ont été libérés après des premiers échanges vendredi et samedi. L'accord avait été conclu lors des pourparlers directs entre Kiev et Moscou à Istanbul le 16 mai. Malgré cet échange, le plus important depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, les discussions sur un cessez-le-feu patinent et la guerre se poursuit. Dans la nuit de dimanche à lundi, les frappes russes sur plusieurs régions ukrainiennes ont fait au moins 12 morts et une soixantaine de blessés. C'est officiel, désormais les sanctions américaines qui pesaient sur la Syrie ont été levées par Washington vendredi. Cette annonce a été saluée par le gouvernement syrien. Toutefois, le pays reste en proie à une grave crise économique minée par plus de 13 ans de guerre civile. اليوم بديت الخطوة الأولى على الأقل نتأمل إنه عن جد نشوف دولة بمستوى أقل من الفساد، نشوف تشاركية أعلى، نشوف شفافية أعلى ومساءلة لحتى عن جد نقدر إنه إزالة العقوبات ونكون عم نستفيد منها لأنه هي فرصة كثير تاريخية اليوم بسوريا. Le président américain Donald Trump avait lui-même annoncé depuis Riyad la levée des sanctions américaines. En 2011, les États-Unis et l'Union européenne avaient adopté des sanctions contre le régime de Bachar al-Assad, renversé par Ahmed El-Shareh, actuel président par intérim. Le premier déplacement en Europe du nouvel homme fort de la Syrie s'est fait en France. Il a été accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le jury de la 78e édition du Festival de Cannes a décerné la Palme d'Or au réalisateur iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident. Le dissident iranien, emprisonné à plusieurs reprises, a tourné son long métrage dans son pays, dans la clandestinité. Un simple accident met en scène la rencontre fortuite entre d'anciens détenus politiques et leurs bourreaux, une attaque contre la répression de la République islamique en Iran. Parmi les autres récompenses, le Brésilien Wagner Moura a remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle d'homme traqué dans le film L'Agent secret. Nadia Meliti a, elle, été récompensée pour son rôle dans le film La Petite Dernière. Elle y incarne une femme musulmane qui découvre son homosexualité. Il y a 5 ans que George Floyd a été tué aux États-Unis. L'officier de police Derek Chauvin avait étranglé le jeune Afro-Américain au sol pendant plus de 9 minutes avec son genou. C'était à Minneapolis. Une foule avait ensuite mis le feu au 3e commissariat de la ville. Le coach sportif Alfred Flower Jr. se souvient. Je me souviens de ce moment-là, du niveau d'excitation. Cela peut paraître fou, mais littéralement de l'excitation que les gens ressentaient à l'idée qu'ils reprenaient le pouvoir au département de la police de Minneapolis. Un embrasement alimenté par les nombreux cas de crimes racistes de cette période aux États-Unis et dont l'ancien chef de la police de Minneapolis a été témoin. Quand je regarde 5 ans en arrière, il y a des choses que j'aurais fait différemment. J'aurais poussé plus fort et plus tôt pour essayer de démanteler une partie de la culture toxique qui a permis à cette indifférence d'exister. Les disparités économiques à la 38e avenue et de l'avenue Chicago demeurent, ainsi que la méfiance, même si le coach sportif Alfred Flower Jr. préfère rester positif. Nous avons fait des progrès significatifs en travaillant avec le département de la police de Minneapolis en ce qui concerne leur recrutement futur, certaines des politiques qu'ils ont mises en place pour s'assurer que ce type de choses ne se reproduisent pas. 5 ans après, le temps a fait son effet, mais ce carrefour témoin de la scène horrible de la mort de George Floyd reste marqué de ses souvenirs. Dans les hôpitaux et les orphelinats spécialisés en traitement du VIH-Sida à Haïti, les soignants commencent à craindre l'impact des coupes sur l'aide américaine à l'étranger. Le président Donald Trump a réduit de plus de 90% les contrats d'assistance de l'USAID. Marie-Denis Luc est fondatrice de ShowAids qui s'occupe des malades. La situation est catastrophique, c'est ainsi que je peux l'exprimer. Nos enfants n'ont de médicaments que jusqu'à la fin du mois de juillet et nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. C'est aussi simple que cela.
Plus de 150 000 personnes en Haïti sont atteintes du VIH ou du sida et ce chiffre pourrait bien être inférieur à la réalité selon les experts qui s'inquiètent. Ces médicaments aident à contrôler l'infection, permettant à de nombreuses personnes d'avoir une espérance de vie moyenne. Donc nous sommes inquiétés Nous sommes très inquiets de la direction que prend le programme. Si nous ne trouvons pas de médicaments dans les jours à venir, nous courons la catastrophe. Nous espérons que l'État haïtien plaidera en notre faveur. Si ce n'est pas le cas, nous devrons faire face à des conséquences désastreuses. Nous pourrions voir de nombreux cadavres et une augmentation des infections dans tout le pays. En début de semaine, des dizaines de personnes séropositives ont défilé à visage découvert devant le bureau du Premier ministre haïtien à Port-au-Prince pour exhorter le gouvernement à agir immédiatement face à la pénurie de médicaments. Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza. Dimanche matin, la défense civile palestinienne a annoncé au moins 8 morts dans de nouveaux bombardements. Un raid aérien a touché une maison à Jabalia dans le nord du territoire. Plusieurs blessés, dont des femmes et des enfants, ont été transférés. Certains corps ont été retrouvés carbonisés. Des personnes restent coincées sous les décombres, mais les secouristes manquent de matériel pour les extraire. Samedi, Israël a affirmé avoir frappé plus de 100 cibles en 24 heures. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de poursuivre l'offensive jusqu'à la libération de tous les otages et l'élimination complète du Hamas. Il affirme qu'Israël doit garder le contrôle total de Gaza après la guerre, mais le Hamas refuse tout accord sans un cessez-le-feu durable. À Tel Aviv, des milliers de manifestants ont défilé. Ils exigent un accord immédiat et la libération de tous les otages. Le ministre malaisien des Affaires étrangères a ouvert dimanche une réunion diplomatique régionale à Kuala Lumpur. Mohamed Hassan a condamné fermement l'action d'Israël à Gaza, les qualifiant de reflet d'une indifférence flagrante et de double standard. Excellence, les crises dans le monde se poursuivent sans relâche. Le siège total de Gaza par les forces israéliennes provoque la famine et des morts en masse. Les atrocités commises contre le peuple palestinien continuent de refléter l'indifférence et la politique de 2 poids 2 mesures. Elles sont le résultat direct de l'érosion du caractère sacré du droit international. L'ANAS ne peut pas rester silencieuse. Nous avons une voix dans les affaires du monde et nous devons l'utiliser pour défendre les opprimés et proposer une solution fondée sur les principes et le droit international. La Malaisie a par ailleurs réitéré l'appel de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est aux belligérants de Myanmar pour la fin d'une guerre civile qui a déjà fait des milliers de morts et des millions de déplacés.